Non, 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 encore une fois, ne m'écoutez pas. Vraiment, ça n'est pas la peine. Ce que je vais vous raconter n'a aucun intérêt et ne vous plaira pas plus que la dernière fois. Encore que... Encore que vous avez été quand même plus de 5000 visiteurs avec plus de 600 j'aime en 8 jours, 84 commentaires positifs, 28 abonnés de plus sur YouTube et 7 abonnés de plus sur Patreon. C'est pas si pire, comme on dit au pays des caribous. Merci en tout cas de m'apporter votre soutien. Je remercie solennellement du fond du cœur les 201 abonnés Patreon qui payent chaque mois le prix d'un café gourmand et qui me permettent de faire un pied de nez aux annonceurs de YouTube qui veulent nous faire passer pour plus consommateurs que nous le sommes déjà. Un grand merci à vous. Si vous n'êtes pas fan de mes introductions et que vous regardez cette émission en rediffusion, vous êtes autorisé à me balayer d'un revers de main et aller directement au timecode qui s'affiche ici. Les 201 prénoms des starseeds solidaires de la première heure défilent en ce moment sous vos yeux. Mille merci à eux, tout spécialement. La publicité est une propagande consumériste de l'ancien monde. Il n'y en a pas au grand bavard de Gaza, au grand Caspar de... au grand bazar de Gaïa, il n'y en a pas. Mais il faut bien que je trouve de la fraîche, de la thune, de l'oseille, des pépettes, des pistoles, des radis quelque part. Et c'est grâce à vos doux dons et à votre soutien sans faille que je suis encore vivant là, devant vous, du haut de mes 5000 ans, si je compte toutes mes vies antérieures. Mais, revenons à Enrique, à Pedro et à notre petit ami des étoiles. Alors, je dois préciser que l'histoire que je vais vous raconter est destinée uniquement aux enfants et aux adolescents de cœur, c'est-à-dire de toute origine et de tout âge. C'est un conte qui n'en est pas un et qui est destiné aux futurs héritiers et aux nouveaux bâtisseurs de Gaïa, la nouvelle terre, sans division, dans l'unité retrouvée. Restez avec moi. Dans quelques instants, je vais vous narrer la troisième partie du témoignage de Pedro, retranscrit par Enrique Barrios. Enrique qui a vécu plusieurs apparitions d'OVNI au Chili et ailleurs, des apparitions qui l'ont marqué à tout jamais. Vous trouverez les liens de la première partie et de la deuxième partie sous la vidéo. Je vais donc vous rapporter, sous ma casquette de chroniqueur de l'invisible, depuis mon vaisseau, avec ma voix de griot sidéral, la suite de Ami, l'enfant des étoiles, un surprenant récit qui, comme celui du Petit Prince, a fait le tour du monde. Un dialogue lumineux entre le jeune Pedro, âgé de 10 ans, et le petit pilote de cet ovni qui semblait en avoir 8, en apparence. Générique. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, hello à tous les starseeds et à tous les membres du personnel au sol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, 3 en 1, coach holistique HPE, au potentiel émotionnel, triple casquette, de voix avec un X, de voix avec un E, spécialisé dans la communication écrite et orale afin d'améliorer les relations humaines et aussi, je suis chroniqueur de l'invisible pour vous émerveiller. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants vous allez voyager dans un imaginaire qui, tout compte fait, n'en a que le nom. Le grand bazar de Gaïa n'adhère pas à la propagande consumériste qui essaie à tout prix de vous faire acheter des produits ou des services dont vous n'avez pas besoin. C'est pourquoi je n'accepte aucune publicité. Vous n'en verrez pas ici. Je ne suis donc pas rémunéré pour les 30 à 40 heures d'ouvrage que me demande chaque émission. Je refuse d'être monétisé par YouTube, qui a été racheté par Google, et qui pratique la censure, et qui, de plus, vole vos données, il faut bien le dire, avec votre permission. Je tiens, pour ma part, à la totale liberté d'expression de ce média TV. La liberté d'expression, c'est l'expression de la liberté. C'est pourquoi cette vidéo se déroulera en 2 temps. La première partie ici, sur YouTube, en libre accès, et pour ceux qui veulent accéder à la suite et en même temps nous soutenir pour que je puisse nourrir mon chat, Noé, et moi-même, sur Dewan TV, hébergé par Patreon. Je ne me nourris pas encore uniquement de prana, malheureusement, mais ça viendra, peut-être. Rendez-vous donc à la fin de cette vidéo pour la suite de ce récit sur la plateforme Patreon où vous pourrez
vous délecter de toutes mes émissions et interviews en primeur avant qu'elles soient diffusées sur YouTube. Et votre part de Colibri Solidaire vous donnera accès à l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres émissions. Je précise que les paiements sont sécurisés et que vous pouvez vous désabonner à tout moment. C'est une garantie de qualité de contenu pour vous et pour moi l'obligation de vous offrir le meilleur, sous peine de vous voir disparaître. Néanmoins, et oreille en plus, vous pouvez aussi me soutenir par des dons ponctuels. Vos dingues et doudons seront dons particulièrement les bienvenus en cette période de Noël. Vous avez juste à cliquer sur le lien PayPal ou Litchi dans la description sous la vidéo. Ne vous privez pas du plaisir de donner. Vous y trouverez également le lien pour vous rendre à Dowan TV sur Patreon. Tant que vous me soutiendrez, je pourrai, comme je vais le faire dans un instant, vous émoustiller les neurones de vos deux hémisphères ainsi que ceux de votre cerveau du cœur. Oui, le cœur est un cerveau avec plus de 30 000 neurones. Chers écouteurs et chères visionneuses, chers followers et chers vrais lovers, aidez-moi à croître et à prospérer par vos pouces en l'air, vos abonnements, vos partages, vos commentaires et votre soutien. Pour le prix d'un café gourmand par mois, vous aurez accès à la suite encore plus émerveillante, transmutante, énergisante, alchimisante de ce récit réussi qui vous siera, je vous l'assure, grâce à Patreon, une plateforme créée par Jack Conte, un musicien américain de Californie qui, lui et son équipe, ne vous voleront pas vos datas pour les revendre au plus offrant, comme le fait, je ne le dirai pas, et Patreon est une plateforme qui accueille plus de 250 000 créateurs, grâce à qui vous pourrez visionner, donc en plus de la suite de cette émission, l'intégralité intégrale, complète, globale et toute incluse de toutes les autres émissions, et ce grâce à votre petite part ou grosse part de Colibri fraternel et solidaire. Merci par avance. Je suis Phil Dowan, un être divin, tout comme vous, spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat. Je vous répondrai en direct. Le chat se trouve à droite, par ici, de la vidéo. Bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et, conjointement, à Dowan TV sur Patreon. Attention les enfants, ça va commencer. Maintenant, ça n'est plus moi qui parle. Ami marcha vers les vagues légères, entra dans la mer et commença à nager. Un peu plus loin, je le perdis de vue dans l'obscurité, car la lune s'était cachée derrière quelques gros nuages opaques. Je me retrouvais seul avec mes pensées pour la première fois depuis ma rencontre avec Ami. Ami, un extraterrestre? Était-ce vrai ou était-ce un rêve? J'attendais son retour depuis un long moment et je commençais à m'inquiéter. Je ne me sentais pas très rassuré. Moi, seul, ici, sur une plage obscure et terriblement solitaire. J'allais me trouver devant un vaisseau extraterrestre. Mon imagination me faisait voir des ombres étranges et mouvantes entre les roches sur le sable sortant des eaux. Et si Ami était un être pervers déguisé en enfant, parlant de bonté pour gagner ma confiance? Non, cela ne pouvait être. Enlevé par un vaisseau extraterrestre? C'est à ce moment-là qu'apparut devant mes yeux un spectacle terrifiant. Dessous la surface des eaux, une lueur jaune, verdâtre, commençait à monter lentement. Ensuite surgit une coupole qui tournait entourée de lumières de différentes couleurs. C'était bien vrai. Je contemplais un vaisseau d'un autre monde. Par la suite apparut le corps du véhicule spatial de forme ovale, avec de petites fenêtres illuminées. Il émettait une lumière dont la couleur se situait entre l'argent et le vert. Je ne m'attendais pas à une telle vision et je ressentis une véritable terreur. C'est une chose de parler avec un enfant, au visage rempli de bonté, un masque. Mais c'est tout autre chose que d'être debout, seul, sur une plage, dans l'obscurité de la nuit et de voir apparaître un vaisseau venant d'un autre monde, un ovni qui vient vous chercher pour vous emmener très loin. J'oubliais l'enfant et tout ce qu'il m'avait dit.
Pour moi, cette chose se transforma en une machine infernale venant de je ne sais quel monde obscur de l'espace, un monde rempli d'êtres monstrueux et cruels qui venaient m'enlever. Cet objet me paraissait beaucoup plus grand que celui que j'avais vu tomber à la mer quelques heures auparavant. Le vaisseau commençait à se rapprocher de moi en survolant la mer, à environ 3 mètres d'altitude, sans émettre le moindre son. C'était un silence effrayant, et il se rapprochait irrémédiablement. Je voulais me sauver en courant. J'aurais voulu n'avoir jamais connu d'extraterrestre. J'aurais voulu retourner en arrière, dans le temps, dormir tranquille, près de ma grand-mère, en sécurité, dans mon petit lit, être un enfant normal et vivre une vie normale. Je vivais un véritable cauchemar. J'étais incapable de courir. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce monstre lumineux qui venait me chercher, peut-être pour m'emmener dans un jardin zoologique spatial. Lorsqu'il fut au-dessus de ma tête, je me sentis perdu. Une lumière jaune apparut dans le ventre du vaisseau. Ensuite, un réflecteur m'éblouit, je crus que ma dernière heure avait sonné. Je recommandai mon âme à Dieu, et je décidai de m'en remettre à sa très sainte volonté. Je sentis qu'on me soulevait, que j'étais comme dans une sorte d'ascenseur, mais mes pieds n'étaient appuyés sur rien. Je m'attendais à voir apparaître des êtres à tête de pieuvre et aux yeux sanguinaires et sanguinolents. Soudain, mes pieds se posèrent sur une surface moelleuse, et je me retrouvai debout dans une agréable pièce illuminée. Les planchers étaient recouverts de tapis et les murs de tapisserie. Ami était devant moi, il me souriait avec ses grands yeux ingénus. Son regard me calma et me ramena à la réalité, à cette belle réalité qu'il m'avait appris à connaître. Il mit une main sur mon épaule et me dit « Du calme, il n'y a rien de dangereux. » Je repris enfin mes esprits. Je souris et je lui dis « J'ai eu très peur. C'est ton imagination qui s'emballe. L'imagination incontrôlée peut faire mourir de terreur. Elle peut nous faire voir un démon, là où il n'y a qu'un bon ami. Cependant, il ne s'agit pas que de nos monstres internes, parce que la réalité est simple et belle. Ce n'est pas compliqué. Alors, je suis dans un ovni ? Bien. OVNI est un objet volant non identifié. Celui-ci est pleinement identifié. C'est un vaisseau spatial, mais nous pouvons l'appeler OVNI si tu le désires et tu peux m'appeler le Martien. Nous nous mîmes alors à rire et mon appréhension s'envola complètement. « Viens, allons à la salle des commandes, m'invita-t-il. » Par une très petite porte en forme d'arc, nous passâmes dans une autre salle dont le plafond était aussi bas que celui de la pièce précédente. Nous étions dans une salle semi-circulaire entourée de fenêtres ovales. Au centre, il y avait 3 fauteuils inclinables placés devant quelques contrôles et divers écrans qui étaient très inclinés, presque étendus sur le plancher. On aurait dit qu'ils avaient été conçus pour des enfants. Il en était de même des fauteuils et de la hauteur de la pièce. C'était beaucoup trop petit pour un adulte. Je pouvais même toucher le plafond en levant le bras. « C'est fabuleux !» m'exclamai-je. Je m'approchais des hublots pendant qu'Amy s'asseyait devant les contrôles. Par les vitres, je pouvais voir au loin l'éclat des lumières de la station balnéaire. Je sentis une légère vibration sur le plancher et le village disparut. Maintenant, on ne voyait plus que les étoiles. « Dis donc, qu'est-ce que tu as fait de la station balnéaire ? Regarde en bas. » Je faillis m'évanouir. Nous étions à des milliers de mètres d'altitude au-dessus de la baie. On pouvait voir tous les villages côtiers de la région. Le mien se trouvait là-bas, en dessous de nous, très en dessous. Nous nous étions élevés à des kilomètres d'altitude en un instant et je n'avais perçu aucun mouvement. « Super, c'est super !» Mon enthousiasme augmentait, mais soudainement, l'altitude me donna le vertige. « Ami, qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu sûr qu'on ne tombera pas ?» Voilà, s'il y avait à bord une personne qui n'a pas toujours dit la vérité, alors peut-être bien que le mécanisme pourrait tomber en panne. Descendons alors, descendons. À l'entendre rire aux éclats, je compris qu'il plaisantait de nouveau. Peuvent-ils nous voir d'en bas ? Lorsque cette lumière s'allume, il montra un témoin lumineux de forme ovale sur le tableau de bord, cela veut dire que nous sommes visibles. Lorsqu'elle est éteinte, comme maintenant, nous sommes invisibles. Invisibles ?
tout comme ce monsieur assis à côté de moi. Et il pointa en direction d'un siège vide à côté de lui. De nouveau, un sentiment d'angoisse m'étreignit. Mais son rire me fit comprendre qu'il s'agissait d'une autre de ses plaisanteries. « Comment fais-tu pour qu'on ne nous voie pas ?» Lorsqu'une roue de bicyclette tourne rapidement, on ne peut apercevoir ses rayons. Nous faisons en sorte que les molécules de notre vaisseau se meuvent rapidement. C'est ingénieux. J'aimerais cependant qu'ils nous voient d'en bas. Je ne peux pas le faire. La visibilité ou l'invisibilité de nos vaisseaux, lorsqu'ils sont dans les mondes non civilisés, s'effectue selon le plan d'aide. Tout est décidé par un ordinateur géant situé au centre de cette galaxie. Je ne comprends pas très bien. Ce vaisseau est relié à ce superordinateur qui décide quand nous pouvons ou ne pouvons pas être vus. Comment cet ordinateur sait-il quand cet ordinateur sait tout? Veux-tu que nous allions à un endroit en particulier? Oui, à la capitale, c'est là que je demeure. J'aimerais voir ma maison, vue d'en haut. Allons-y. Ami manipula quelques contrôles et dit « Voilà !» Je me préparais à profiter du voyage en regardant par la fenêtre, mais nous étions déjà arrivés, 100 kilomètres en une fraction de seconde. J'étais fasciné. C'est ce qu'on appelle un voyage rapide. Je t'ai dit qu'en général, nous ne voyageons pas, mais plutôt que nous nous situons. C'est une question de coordonnées. Cependant, nous pouvons aussi voyager. J'observais les grandes avenues illuminées. Du haut des airs, en pleine nuit, la ville était magnifique. Quelle vue incroyable. Je localisais mon quartier et lui demandais d'aller dans cette direction. Mais en voyageant lentement, s'il te plaît, je veux jouir de la promenade. La lumière du tableau de bord était éteinte. Personne ne pouvait nous voir. Nous avancions doucement et silencieusement entre les étoiles du firmament et les lumières de la ville. J'aperçus ma maison. C'était extraordinaire de la voir du haut des airs. Veux-tu vérifier si tout va bien à l'intérieur? Comment? Allons jeter un regard à l'aide de cet écran. En face de lui, sur une sorte de grand téléviseur, apparut la rue du haut des airs. C'était le même système que nous avions utilisé lorsque nous avions vu dormir ma grand-mère, mais avec une grande différence. Ici, l'image était en relief, en 3 dimensions. J'avais l'impression que j'aurais pu avancer la main et toucher les choses qui apparaissaient à l'écran. J'ai même essayé de le faire, mais une vitre invisible m'en empêcha. Ami s'amusait de me voir faire. Ils font tous la même chose. Tous? Qui sont ces tous? Tu ne crois tout de même pas être le premier non civilisé à faire une promenade dans un vaisseau extraterrestre. C'est pourtant ce que j'avais pensé, lui dis-je quelque peu déçu. Eh bien, tu te trompes. L'œil de cet appareil ressemblant à une caméra apparaissait passer à travers le toit de ma maison et le parcourait de fond en comble. Tout semblait normal. Sur ton téléviseur portatif, pourquoi ne voit-on pas les images en relief comme sur cet écran? Je te l'ai déjà dit, c'est un système désuet. Je lui demandai de faire le tour de la ville. Nous passâmes donc au-dessus de mon collège et je vis la cour, le terrain de football, ma classe. Je m'imaginais quel serait l'étonnement de mes camarades lorsque je leur raconterais mon aventure. Lorsque je leur dirais que j'avais vu le collège, vu d'en haut des airs, dans un vaisseau spatial. Cela les épaterait sûrement. Nous survolâmes toute la ville. C'est dommage que ce ne soit pas le jour. Pourquoi? J'aurais aussi aimé faire un tour dans ton vaisseau de jour, voir les villes, les paysages à la lumière du soleil. Ami avait de nouveau son air moqueur lorsqu'il dit « Tu aimerais qu'il fasse jour ?» Je ne crois pas que tes pouvoirs soient suffisants pour déplacer le soleil. Le sont-ils? Le soleil, non, mais nous, oui. Il actionna les contrôles et c'est à une vitesse incroyable que nous survolâmes la cordillère des Andes qui fut traversée en quelques 3 secondes. Ensuite, quelques villes apparurent et vu que nous voyagions à très haute altitude, elles ressemblaient à de petites taches lumineuses. Immédiatement après, l'océan Atlantique apparut, baigné par la lune, à travers les nombreux bancs de nuages qui limitaient ma vision.
Le ciel s'éclaircissait à l'horizon car nous voyagions vers l'est, et bientôt la terre ferme apparut et, prodige, le soleil montait dans le ciel à grande vitesse. Je n'en revenais pas. Ami avait déplacé le soleil. Un instant plus tard, il faisait plein jour. Pourquoi disais-tu que tu ne pouvais pas le déplacer ? Ami se divertissait de mon ignorance. Le soleil n'a pas bougé, c'est nous qui nous sommes déplacés rapidement. J'ai réalisé immédiatement mon erreur. Erreur pourtant bien compréhensible. Le soleil qui s'élève au-dessus de l'horizon à une vitesse incroyable, c'est quelque chose à voir. Au-dessus de quel endroit sommes-nous ? Au-dessus de l'Afrique. L'Afrique ? Mais nous étions au-dessus de l'Amérique du Sud il y a à peine une minute. Comme tu désirais voyager de jour, dans ce vaisseau, nous sommes venus à un endroit où il fait jour. Si la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Quel pays d'Afrique aimerais-tu visiter ? L'Inde. Le rire d'Ami me fit comprendre que mes connaissances géographiques laissaient à désirer. Ok, alors allons en Asie, en Inde. À quelle ville de l'Inde aimerais-tu aller ? Je n'ai pas de préférence, choisis, toi. Bombay, ça t'irait ? Oui, fantastique, Ami. Nous passâmes au-dessus du continent africain très rapidement et à très haute altitude. Plus tard, de retour à la maison, je pus reconstituer ce voyage à l'aide d'une map monde. Arrivé à l'océan Indien, nous le traversâmes pendant que le soleil montait et montait vertigineusement. Arrivé au-dessus de l'Inde, le vaisseau s'arrêta net et demeura immobile. Comment se fait-il que ce brusque freinage ne nous projette pas contre les hublots ? Demandai-je, très surpris. C'est une simple question d'annuler l'inertie. Ah, comme c'est simple. Chapitre 6. Une question de mesure. C'est en descendant à une altitude d'environ 100 mètres que commença la promenade dans les cieux de Bombay. J'avais l'impression de rêver ou de voir un film. Des hommes portaient des turbans blancs et les maisons étaient très différentes de celles de mon pays. Mon attention fut attirée par la grande quantité de personnes dans toutes les rues de la ville. Ce n'était pas comme dans ma propre ville où l'on ne voyait jamais autant de personnes, même pas au centre-ville à l'heure de pointe. Ici, il y avait des gens partout. Pour moi, ceci était un autre monde. Personne ne nous voyait. La lumière indicatrice était éteinte. Je revins soudainement à la réalité. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a, ta grand-mère ? Il fait maintenant jour, elle est certainement levée et inquiète de mon absence. Retournons. Pour Ami, j'étais un perpétuel motif d'hilarité. Pedrito, ta grand-mère dort profondément. Pour elle, il est minuit en ce moment de l'autre côté du monde. Ici, il est 10 heures du matin. D'hier ou d'aujourd'hui ? Lui demandai-je, embrouillé dans ma notion du temps. De demain, répondit-il, mort de rire. Ne t'inquiète pas. À quelle heure se lève-t-elle ? Vers 8h30. Alors, nous avons 8h30 devant nous. Sans compter que nous pouvons étirer le temps. Je suis préoccupé. Pourquoi n'allons-nous pas la voir ? Que veux-tu voir ? Elle pourrait s'être réveillée. Nous verrons mieux d'ici même. Il prit le contrôle d'un écran et la côte sud-américaine apparut, vue d'une très haute altitude. Ensuite, l'image montra une chute en piqué vers la terre à une vitesse vertigineuse. Bientôt, je pouvais distinguer la baie, la station balnéaire, la maison de la plage, le toit et ma grand-mère. C'était incroyable. Elle semblait être ici, dormant, la bouche entr'ouverte, dans la même position qu'elle avait auparavant. On ne peut pas dire qu'elle a de la difficulté à dormir, observa Ami malicieusement. Nous allons faire quelque chose pour que tu cesses de t'inquiéter. Il prit une sorte de microphone et me fit signe de garder le silence pendant qu'il appuyait sur un bouton. Et il dit « Psst, psst ». Ma grand-mère entendit ce bruit, s'éveilla, se leva et se dirigea vers la salle à manger. Nous pouvions entendre ses pas et sa respiration. Elle vit mon assiette à moitié vide sur la table, la prit et la porta à la cuisine. Puis, elle se dirigea vers ma chambre, en ouvrit la porte, y alluma la lumière et jeta un regard vers mon lit. On pouvait absolument tout voir. Il me semblait que j'étais là, tout près d'elle. Cependant,
Quelque chose attira son attention. Je ne savais pas ce que c'était. Cependant, Ami le savait, lui. Il s'empara du microphone et commença à respirer dedans. Ma grand-mère, en entendant cette respiration, crut que c'était la mienne. Elle éteignit alors la lumière, ferma la porte et se dirigea vers sa chambre à coucher. « Es-tu rassuré maintenant ?»« Oh, maintenant, oui. Mais c'est presque impossible à croire. Elle, dormant là-bas, et nous ici en plein jour. » « Vous vivez trop conditionné par les distances et par le temps. Je ne comprends pas. Que penserais-tu de partir en voyage aujourd'hui et de revenir hier ? Mais tu veux me rendre fou. Ne pourrions-nous pas aller visiter la Chine ? Bien sûr. Quelle ville voudrais-tu connaître ? Cette fois, je n'étais pas pour avoir honte. Je répondis avec assurance et orgueil « Tokyo !» « Allons alors à Tokyo, capitale du Japon, dit-il, en essayant de dissimuler son envie de rire. Notre vaisseau s'arrêta au-dessus de l'Himalaya, après avoir survolé le territoire de l'Inde d'ouest en est. « Nous avons des ordres, dit Ami. » Des signes étranges apparurent sur un écran. « Nous allons laisser un témoignage. L'ordinateur géant dit que nous devons nous laisser voir par quelqu'un quelque part. » Comme c'est fascinant. Où et par qui ? Je ne sais pas, nous serons guidés par l'ordinateur. Nous arrivons déjà. Nous avions utilisé le système de transport instantané. Nous étions maintenant au-dessus d'une forêt, suspendue dans les airs à quelques 50 mètres d'altitude. La lumière du tableau de bord indiquait que nous étions visibles. « Il y a beaucoup de neige par ici. C'est l'Alaska, dit Ami en reconnaissant l'endroit. Le soleil commençait à se cacher dans la mer toute proche. Le vaisseau commença à dessiner un immense triangle en se déplaçant dans le ciel tout en changeant de couleur. Pourquoi faisons-nous cela ? Pour impressionner. Nous devons attirer l'attention de cet ami qui vient là-bas. Ami regardait sur l'écran et moi je le cherchais à travers la vitre du hublot. Au loin, entre les arbres, j'aperçus un homme qui paraissait très effrayé. Il portait une veste de cuir marron et tenait un fusil qu'il pointa sur nous. Je me baissai instinctivement pour éviter d'être atteint par un coup de feu. Ami s'amusait de mes inquiétudes. « Ne crains rien, cet ovni est à l'épreuve des balles et de bien d'autres choses. » Nous nous élevâmes et nous restâmes très haut. Le vaisseau projetait toujours des lueurs multicolores. Il est nécessaire que cet homme n'oublie jamais cette vision. Il me semblait que pour qu'il n'oublie jamais ce spectacle, il aurait été suffisant de survoler l'endroit sans qu'il soit nécessaire de lui faire aussi peur. Je lui fis part de mes réflexions. « Tu te trompes beaucoup. Des millions de personnes ont vu passer nos vaisseaux et aujourd'hui ne s'en souviennent plus. Si, au moment où elles nous ont vus, elles étaient préoccupées par leurs tâches ordinaires, elles nous ont regardés presque sans nous voir, puis l'ont oublié. Nous avons des statistiques impressionnantes à ce sujet. Pourquoi est-il nécessaire que cet homme nous voie ? Je ne le sais pas exactement. Mais son témoignage sera peut-être important pour quelques autres personnes intéressantes, spéciales, ou peut-être est-il lui-même important. Je vais diriger le sensorimètre sur lui. L'homme apparut sur un autre écran, mais il semblait presque transparent. Au centre de sa poitrine brillait une très belle lumière dorée. Quelle est cette lumière ? On pourrait dire quelle est la quantité d'amour qu'il y a en lui. Mais ce ne serait pas tout à fait exact. C'est plutôt l'effet de la force de l'amour sur son âme. C'est aussi son niveau d'évolution. Il a 750 mesures. Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il est intéressant. Pourquoi intéressant ? Parce que son niveau d'évolution est très bon pour un terrien. Niveau d'évolution, son degré de proximité avec la bête ou avec l'ange. Ami pointa l'appareil sur un ours qui parut transparent lui aussi. Mais la lumière de sa poitrine brillait beaucoup moins que celle de l'homme. 200 mesures, précisa Ami. Ensuite, il pointa sur un poisson. Cette fois, la lumière brilla à peine. 50 mesures. La moyenne chez les êtres humains de la Terre est de 550 mesures. Et toi, Ami, combien de mesures as-tu ? 760 mesures. Seulement 10 de plus que le chasseur ? Je fus surpris du peu de différence qu'il y avait entre un terrien et lui. Bien sûr, nous avons un niveau semblable. Mais on peut supposer que tu dois être beaucoup plus évolué que les terriens.
Sur la Terre, les gens varient entre 320 et les 800 mesures. Certains en ont plus que toi, certainement. Mon avantage consiste à ce que je connaisse certaines choses qu'eux ignorent. Mais il y a ici des personnes de très grande valeur, des maîtres, des artistes, des infirmières, des pompiers. Des pompiers? Cela ne te semble pas noble de risquer sa vie pour les autres? Tu as raison. Cependant, mon oncle, le physicien nucléaire, doit avoir une très grande valeur. Fameux, peut-être. À quoi se consacre ton oncle dans le domaine de la physique? Il est en train de développer une nouvelle arme, un rayon d'ultrasons. S'il ne croit pas en Dieu, et si par surcroît il se consacre à la fabrication d'armes, je crois qu'il est à un niveau assez bas. Quoi? Mais c'est un savant, protestai-je. Tu confonds encore les choses. Ton oncle a beaucoup de connaissances, mais avoir des connaissances ne signifie pas nécessairement être intelligent, et encore beaucoup moins un sage. Un ordinateur peut avoir une impressionnante banque de données, mais il n'est pas intelligent pour autant. Trouves-tu intelligent un homme qui creuse une fosse, ignorant que lui-même y tombera? Non, mais les armes se retournent contre ceux qui les épaulent. Cette affirmation d'ami me paraissait pas très évidente. Mais je décidai de le croire. Qui étais-je pour douter de sa parole? Je demeurais cependant très perplexe. Mon oncle était un héros, un homme tellement intelligent. Il a un bon ordinateur dans la tête, c'est tout. Il y a ici un problème de terminologie. Sur la Terre, vous appelez intelligent ou savant ceux qui ont une bonne capacité cérébrale dans un seul de leurs cerveaux. Mais nous en avons deux. Quoi? Un dans la tête, c'est l'ordinateur, c'est le seul que vous connaissez. L'autre est dans la poitrine. Il est invisible, mais il existe. C'est le plus important. C'est cette lumière que tu as vue sur l'écran dans la poitrine de l'homme. Pour nous, une personne intelligente ou savante est celle dont les deux cerveaux sont en harmonie. Mais cela implique que le cerveau de la tête est au service du cerveau de la poitrine, et non l'inverse. Comme c'est le cas chez la majorité des intelligents. Tout cela est surprenant. Mais je comprends mieux maintenant. Que se passe-t-il si on développe plus le cerveau de la poitrine que celui de la tête? Ceux qui agissent ainsi sont de gentils idiots. On peut les tromper facilement. Il est facile pour les autres, les intelligents méchants, comme tu disais, de leur faire le mal tout en les amenant à croire qu'ils font le bien. Le développement intellectuel doit aller en harmonie avec le développement émotionnel. C'est seulement de cette façon qu'on peut devenir véritablement intelligent ou sage. C'est seulement ainsi que la lumière peut croître. Et moi, ami, combien ai-je de mesure? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que si ton niveau est élevé, tu vas t'enorgueillir. Ah, je comprends. Mais s'il est bas, tu vas te sentir très malheureux. Ah? L'orgueil diminue l'intensité de la lumière. Il est le germe de la méchanceté. Je ne comprends pas. Nous devons cultiver l'humilité. Regarde, nous partons maintenant. Instantanément, nous étions de retour à la haute chaîne de montagnes de l'Himalaya, située de l'autre côté de la planète. Chapitre 7. Découverte. Quelques secondes plus tard, nous arrivions à une mer lointaine dont nous entreprîmes la traversée. Bientôt, quelques îles apparurent et nous descendîmes au-dessus de la ville de Tokyo. Je croyais trouver des maisons avec des toits pointus, genre pagode, mais on y voyait surtout des gratte-ciel, des avenues modernes, des parcs et des automobiles. « Nous sommes visibles, dit Ami, en indiquant la lumière allumée sur le tableau. Dans la rue, les gens commençaient à se grouper en nous montrant du doigt. De nouveau, les lumières extérieures du vaisseau brillèrent de différentes couleurs. Nous étions passablement hauts. Nous demeurâmes là environ 2 minutes. « Un autre avertissement, dit Ami, observant les signes qui apparaissaient sur l'écran. Nous allons être transférés. » Subitement, la lumière du jour disparut. Il ne restait que les étoiles scintillant à travers les vitres. On ne pouvait pas voir grand-chose en bas.
une petite ville très lointaine, quelques rares lumières, un chemin par lequel venait une automobile. Je me dirigeais vers l'écran qui se trouvait en face d'Amy où on pouvait voir tout le panorama parfaitement illuminé. Ce qu'on ne pouvait distinguer à la vue ordinaire, à cause de l'obscurité, était parfaitement clair sur le moniteur. C'est ainsi que je pus constater que l'automobile était verte et qu'il y avait un couple à l'intérieur. Nous étions à quelques 20 mètres d'altitude et selon le tableau, nous étions visibles. Je décidai par la suite d'utiliser cet écran car c'était beaucoup plus net que la réalité. Lorsque l'automobile arriva à peu de distance de nous, elle s'arrêta sur le bord de la route. Ses occupants en descendirent et commencèrent à gesticuler et à crier pendant qu'ils nous regardaient les yeux écarquillés. « Que disent-ils » demandai-je. « Ils demandent une communication, un contact. C'est un couple qui étudie les ovnis, ou mieux encore des adorateurs d'extraterrestres. Alors, entre en communication. » J'étais préoccupé par l'inquiétude de ces personnes. Ils s'agenouillèrent et nous adressèrent des prières ou quelque chose du genre. Je ne le peux pas. Je dois obéir aux ordres stricts du plan d'aide. La communication ne se produit pas simplement parce que quelqu'un en a envie, mais seulement lorsqu'il en a été décidé ainsi en haut. De plus, je ne peux pas me rendre complice d'une idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idolâtrie ? C'est la violation d'une loi universelle, répondit Amy, très sérieux. En quoi consiste-t-elle ? Demandai-je, passablement intrigué. Ils nous prennent pour des dieux. Où est le mal à cela ? On ne doit vénérer que Dieu, le reste, c'est de l'idolâtrie. Ce serait un grand manque de respect de notre part de prétendre usurper la place de Dieu face à la religiosité déviée de ces pauvres gens. S'ils nous considéraient comme des frères, ce serait différent. À mon avis, Amy se devait d'aviser ce couple de son erreur. « Pedrito, répondit Amy à mes pensées, dans les mondes non civilisés de l'univers, il se commet des actes qui nous paraissent terribles. En cet instant précis, plusieurs personnes sont brûlées vives parce que certains pensent qu'elles sont hérétiques. Cela se produit sur beaucoup de planètes, tout comme cela s'est produit sur la Terre il y a des centaines d'années. En ce moment même, dans vos mers, des poissons se mangent vivants les uns les autres. Cette planète n'est pas très évoluée. Les personnes ont différents niveaux d'évolution, et il en est de même pour les planètes. Les lois qui régissent la vie dans les mondes inférieurs nous semblent brutales. Il y a des millions d'années, la Terre était régie par d'autres sortes de lois. Tout était agressif et vénéneux. Tous avaient des griffes et des canines. Aujourd'hui, vu qu'on a atteint un niveau d'évolution plus avancé, il y a plus d'amour. Mais on ne peut pas encore dire que la Terre soit un monde évolué. Il existe encore beaucoup de brutalité. Amy syntonisa un écran et on y vit apparaître des scènes de guerre. D'un tank, les soldats lançaient des fusées sur des édifices, les détruisant et tuant en même temps hommes, femmes et enfants. Cela se produit en ce moment même, dans un pays de la Terre. Mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne devons pas intervenir dans le plan évolutif de chaque planète, pays ou personne. Au fond, tout est apprentissage. J'ai été féroce, et je suis mort, détruit par la férocité des autres. J'ai été un humain de bas niveau, j'ai tué et on m'a tué. J'ai été cruel, et j'ai souffert de la cruauté des autres. Je suis mort plusieurs fois, et peu à peu, j'ai appris à vivre en accord avec la loi fondamentale de l'univers. Maintenant, ma vie est meilleure. Cependant, je ne peux pas aller contre le système évolutif que Dieu a créé. Ce couple viole une loi universelle en nous comparant à quelqu'un d'aussi grand et majestueux que Dieu. Il retire aux créateurs leurs sentiments de vénération et d'amour et les dirige vers nous. Les soldats que nous avons vus violent eux aussi une loi universelle. Tu ne tueras pas. Ils devront payer pour leurs erreurs et ainsi, peu à peu, ils apprendront. C'est seulement lorsqu'une personne ou un monde a atteint un certain niveau d'évolution qu'il peut recevoir notre aide, sans que cette aide soit une violation du système général d'évolution. En réalité, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il me disait. Mais depuis, en me rappelant ces paroles, tout est devenu clair. Longtemps après son départ, et c'est seulement alors que je puis écrire plus ou moins ce qu'il avait dit.
Pendant que nous attendions que le superordinateur nous sorte de là, Ami syntonisa la télévision japonaise. Avec sa bonne humeur habituelle, il regardait un programme de nouvelles. Il y avait un journaliste japonais qui interviewait, microphone à la main, les gens de la rue. Une dame parlait en gesticulant et en pointant vers le ciel. Je ne comprenais rien, mais je me rendis compte qu'elle racontait la vision qu'elle avait eue d'un ovni. Le nôtre. D'autres personnes donnaient aussi leur version du phénomène. « Que disent-ils » demandai-je. « Qu'ils ont vu un ovni. Ils sont tous fous » commenta-t-il en souriant. Ensuite, nous vîmes un monsieur avec des lunettes qui faisait des dessins sur un tableau noir pendant qu'il donnait des explications. Il dessinait le système solaire, la Terre et les autres planètes. Il parla longtemps et je supposais qu'il s'agissait d'un scientifique spécialiste en astronomie. Il semble qu'Ami comprenait cette langue, car il était très amusé en regardant le programme. Il utilisait peut-être le traducteur. Que dit-il ? Il dit qu'à la suite de tout ce qu'il vient de dire, il est démontré scientifiquement qu'il n'y a pas de vie intelligente dans toute la galaxie, excepté sur la Terre. Il dit aussi que les gens qui ont vu le supposé ovni souffrent d'hallucinations collectives et il le recommande de voir un psychiatre. « Sérieusement ? Sérieusement » répondit-il en riant. Le scientifique continua à parler. Que dit-il maintenant ? Qu'il existe peut-être une civilisation aussi avancée que la nôtre, mais seulement une pour chaque 2000 galaxies selon ses calculs. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le pauvre risque de devenir encore plus fou qu'il ne l'est en ce moment lorsqu'il saura qu'il y a des millions de civilisations dans cette seule galaxie. Nous avons ri un bon moment. Je trouvais très comique de voir un scientifique dire que les ovnis n'existent pas, pendant que moi je le regardais à bord d'un ovni. Nous demeurâmes près d'une heure à cet endroit, jusqu'à ce que la lumière d'invisibilité se soit éteinte. Nous sommes libres. Alors, nous pouvons continuer à nous promener ? Bien sûr. Où aimerais-tu aller maintenant ? À l'île de Pâques. Il fait nuit là-bas. Regarde. Nous étions déjà arrivés. L'île de Pâques ? Effectivement. Quelle rapidité ! Cela t'a semblé rapide ? Attends maintenant. Regarde par la fenêtre. Nous étions au-dessus d'un désert très étrange. Le ciel était très obscur, presque noir, excepté pour l'éclat bleuâtre de la lune. Qu'est-ce que c'est ? L'Arizona ? C'est la lune. La lune ? La lune. Je regardais vers ce que j'avais cru être la lune. Alors, cela, c'est la Terre. La Terre ? La Terre, c'est là que dort ta grand-mère. Je demeurais fasciné. C'était réellement la Terre. Elle avait une couleur bleu clair. Il me semblait incroyable qu'une aussi petite chose puisse contenir des montagnes et des océans. Sans savoir pourquoi, il me vint des images archivées dans ma mémoire. Je me souvins alors d'un ruisseau de mon enfance, d'un mur couvert de mousse, de quelques abeilles dans un jardin, d'une charrette à bœufs par une soirée de printemps. Tout cela était là-bas, dans ce petit globe bleu qui flottait entre les étoiles. Soudain, je vis le soleil, un astre lointain, mais plus éblouissant que vu de la Terre. Pourquoi le voit-on tellement petit ? Parce qu'ici, il n'y a pas d'atmosphère qui agit comme lentille grossissante, comme une loupe. C'est à cause de cela que, de la Terre, on voit le soleil plus grand que d'ici. Mais si ce n'était que des vitres spéciales de ce vaisseau, ce petit soleil te brûlerait, justement parce qu'ici, il n'y a pas d'atmosphère pour filtrer certains rayons nocifs pour toi. Cette vision de la Lune ne m'a pas plu. Elle paraît beaucoup plus belle vue de la Terre. C'était un monde désolé, ténébreux. Pourrait-on aller visiter un endroit plus joli ? Habité ? Bien sûr, mais sans monstres. Pour cela, nous devons aller très loin. Il actionna les contrôles, le vaisseau vibra très doucement, les étoiles s'allongèrent, se transformèrent en lignes lumineuses. Ensuite, dans les fenêtres, apparut un brouillard blanc et brillant qui réverbérait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je un peu effrayé. « Nous sommes en train de nous situer. » « Nous situer où ?»« Sur une planète très lointaine. Nous devrons attendre quelques minutes. Pour le moment, écoutons de la musique. » Ami appuya sur un bouton du tableau.
Des sons doux et étranges inondèrent la pièce. Mon ami ferma les yeux et se disposa à écouter avec délice. Ce son était très différent de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Soudain, une vibration très basse et soutenue provoqua l'ébranlement de la salle des commandes. Peu après, une autre note très aiguë cessa à l'improviste. Le silence dura quelques secondes. Après, on entendit des notes rapides qui montaient et descendaient. Encore une fois, la plus grave s'accentua peu à peu, pendant que des sortes de rugissements et de clochettes produisaient un rythme changeant. Ami semblait être en extase. Je supposais qu'il connaissait très bien cette mélodie, car avec ses lèvres ou avec de légers mouvements de la main, il devançait ce qu'on allait entendre. Je regrettais de devoir l'interrompre, mais je n'aimais pas du tout cette musique. « Ami !» l'appelai-je. Il ne répondit pas. Il était très concentré dans ces sons qui ressemblaient au bruit que fait une interférence électrique dans un poste de radio à ondes courtes. « Ami !»« Oh, pardon. Oui ? Excuse-moi, je n'aime pas cela. » Bien sûr, c'est naturel. Le goût pour cette musique demande une initiation préalable. Je vais chercher un morceau avec lequel tu seras plus familier. Il pressa sur un autre bouton du tableau. J'entendis alors une musique qui me plut immédiatement. Elle avait du rythme et était très gaie. L'instrument principal émettait un son semblable à celui de la cheminée d'un train à vapeur allant à toute vitesse. Comme c'est agréable, quel est cet instrument qui ressemble à un train ? Mon Dieu, s'exclama Ami, feignant d'être horrifié. Tu viens d'offenser la voix la plus remarquable de ma planète en la confondant avec le bruit d'un train. Excuse-moi, je t'en prie, je ne savais pas. Mais elle souffle très bien, dis-je, en essayant de réparer ma bévue. Blasphème hérétique, dit-il, feignant de s'arracher les cheveux. Dire que la gloire de mon monde souffle. Nous avons fini par pouffer d'un grand éclat de rire. Cette musique nous incite à danser. C'est pour cela qu'elle a été conçue, dit Ami. Dansons. Il se leva d'un bond et commença à danser en claquant des mains. Danse, danse. Il m'encourageait. Détends-toi. Tu veux danser, mais quelque chose qui n'est pas toi-même ne te le permet pas. Apprends à conquérir la liberté d'être toi-même. Libère-toi. Je laissais ma timidité naturelle de côté, je commençais à danser avec beaucoup d'enthousiasme. « Bravo !» me félicita-t-il. Nous passâmes un bon moment à danser. Je me sentais joyeux. C'était un peu comme lorsque nous courions et sautions sur la plage. Ensuite, la musique s'arrêta. « Maintenant, quelque chose pour nous relaxer » dit Ami en se dirigeant vers le tableau. Il pressa un autre bouton et on entendit une musique classique. Elle me semblait familière. « Écoute, c'est une musique terrienne, dis-je. » Bien sûr. Bach est fabuleux. Cela ne te plaît pas ? Je crois que oui. Bien sûr. Bach est fabuleux. Cela ne te plaît pas ? Je crois que oui. Cela te plaît à toi aussi ? Naturellement. Car autrement je ne l'aurais pas dans le vaisseau. Je croyais que tout ce que nous avions était non civilisé pour les extraterrestres. Tu te trompes beaucoup. Il pressa un autre bouton sur le tableau et on entendit « Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. » Mais oui, c'est bien John Lennon, les Beatles. J'étais surpris. J'étais très surpris, car je croyais que tout ce qui venait de la Terre n'avait aucune valeur. Pedrito, lorsque la musique est bonne, elle est bonne universellement. La bonne musique de la Terre est collectionnée dans plusieurs galaxies, tout comme celle de n'importe quel monde et de n'importe quelle époque. Il en est de même pour tous les arts. Nous gardons les films, des enregistrements de tout ce qui se fait sur la planète. L'art est le langage de l'amour, et l'amour est universel. Écoutons. Ami, les yeux fermés, semblait jouir de chaque note. Lorsque John Lennon eut fini de chanter, nous étions enfin arrivés à un autre monde habité. Le brouillard blanc se dissipa et apparut une atmosphère céleste, céruléenne. C'était une couleur vibrante, c'était comme si on était placé à l'intérieur d'un brouillard phosphorescent
qui ne diminuait en rien la visibilité. Par les fenêtres, je pouvais voir des prairies baignées d'une douce couleur orangée, tandis que nous descendions lentement. Le décor ressemblait à un merveilleux paysage d'automne. « Regarde le soleil », me recommanda Ami. L'énorme cercle rougeâtre qui flottait dans le ciel au-dessus de nous était légèrement voilé par l'atmosphère de ce monde. Plusieurs cercles entouraient cet énorme soleil qui était une 50aine de fois plus gros que le nôtre. « Il est 400 fois plus gros », précisa Ami. Il avait de nouveau capté mes pensées. « On n'a pas l'impression qu'il est aussi énorme. C'est parce qu'il est très éloigné. Quel est ce monde ?»« C'est la planète Ophir. Ses habitants sont d'origine terrestre. »« Quoi ?» Cette affirmation me surprit énormément. « Il y a beaucoup de choses que ton monde ignore, Pedrito. Il y a des milliers d'années, une civilisation semblable à la tienne vivait sur la Terre. Leur niveau scientifique avait dépassé de beaucoup leur niveau d'amour, et comme de plus ils étaient divisés, ce qui devait arriver arriva. Ils s'auto-détruisirent ? Complètement. Seulement quelques individus furent avertis de ce qui allait se passer, et ils fuirent vers d'autres continents et survécurent. Ils demeurèrent cependant tous très affectés par les conséquences de cette guerre. Ils furent obligés de presque tout recommencer de zéro. Tu es le résultat de ces événements. Tu es un descendant de ces survivants. C'est incroyable. Je pensais que tout avait commencé comme l'expliquent les livres d'histoire. Depuis zéro, les cavernes, les troglodytes. Et les gens d'Ophir, comment sont-ils arrivés à cette planète ? Nous les y avons transportés. Nous avons sauvé tous ceux qui avaient 750 mesures ou plus, la bonne semence. Nous les avons sauvés un peu avant que ne se produise le désastre. Très peu furent sauvés, car la moyenne évolutive dans ces temps-là n'était que de 450 mesures, soit 100 de moins qu'aujourd'hui. La Terre a évolué. Et s'il se produisait un désastre sur la Terre, vous viendriez en sauver quelques-uns ? Tous ceux qui dépassent les 750 mesures. Cette fois, il y a beaucoup plus de gens qui ont ce niveau. Et moi, Ami, est-ce que j'ai plus de 700 mesures ? Ma préoccupation l'amusait. Je m'attendais à cette question, mais je te redis que je ne peux pas te répondre. Comment peut-on reconnaître ceux qui ont 700 mesures ou plus ? C'est très facile. Tous ceux qui travaillent de façon désintéressée pour le bien des autres ont plus de 700 mesures. Tu dis que tous ceux qui essaient de faire le bien, lorsque je dis les autres, cela englobe beaucoup plus que le groupe familial, le club, le groupe d'amis. Et quand je dis le bien, je fais référence à tout ce qui ne va pas à l'encontre de la loi fondamentale de l'univers. Encore une fois, cette fameuse loi, pourrais-tu maintenant m'expliquer quelle est cette loi ? Pas encore, patience. Et pourquoi elle est tellement importante ? Parce que si cette loi n'est pas connue, on ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal. Beaucoup de gens tuent en croyant faire le bien. Ils ignorent la loi. D'autres torturent, posent des bombes, construisent des armes, détruisent la nature, croyant faire le bien. Le résultat est que tous ceux-là font beaucoup de mal, mais ils ne le savent pas, car ils ne connaissent pas la loi fondamentale de l'univers. Ils devront cependant payer pour leur violation de cette loi. Je vois. Je ne m'étais pas imaginé qu'elle était si importante. Bien sûr qu'elle est importante. Il suffit que les gens de ta planète la connaissent et la pratiquent pour que ton monde se transforme en véritable paradis. Quand vas-tu me l'expliquer ? Pour le moment, contemple le monde d'Ophir. Il a beaucoup de choses à t'apprendre parce que ici, tous pratiquent cette loi. Je m'assis dans un fauteuil à côté d'Ami pour observer cette belle planète sur l'écran. J'étais impatient de voir ses habitants. Nous nous déplacions lentement à environ 300 mètres d'altitude. Je remarquai une grande quantité d'objets volants semblables aux nôtres, et en les voyant de plus près, je pus constater qu'ils étaient de forme et de grosseur très variées. Je n'ai pas vu de grosses montagnes sur cette planète. Je n'ai pas vu de zone désertique non plus. Tout était tapissé de végétation de diverses couleurs, d'une variété de vert et de marron jusqu'à l'orange, le tout en gradations distinctes. Je pouvais apercevoir une grande quantité de collines, des lagunes, des rivières et des lacs, à l'eau d'un bleu très lumineux.
cette nature avait quelque chose de paradisiaque. Je commençais à distinguer quelques constructions qui formaient un cercle autour d'un édifice principal. Il y avait plusieurs pyramides, dont certaines avec des marches, d'autres étaient lisses. Elles avaient des bases triangulaires ou carrées, mais ce qu'on voyait en plus grand nombre, c'étaient des genres de maisons semi-sphériques, de diverses couleurs claires, avec une prédominance pour le blanc. Ensuite apparurent les habitants de ce monde. De notre altitude, je pouvais les voir se déplacer sur les chemins, batifolés dans les rivières et les lagunes. Ils avaient une apparence humaine, du moins à distance, et ils étaient tous vêtus de tuniques blanches. Certains détails de leurs vêtements étaient de couleur, les franges ou les motifs de décoration. On ne voit pas de ville nulle part. Il n'y en a pas sur Ophir, ni dans aucun monde civilisé. Les villes sont des formes de coexistence préhistorique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup de défauts. L'un d'entre eux est que trop de personnes vivant dans un même lieu produisent un déséquilibre qui les affecte, ainsi que la planète. La planète ? Les planètes sont des êtres vivants, ayant atteint un plus ou moins grand degré d'évolution. Seule la vie produit la vie. Tout est interdépendant, tout est interrelié. Ce qui arrive à la Terre affecte les personnes qui l'habitent, et vice-versa. Pourquoi trop de personnes dans un même lieu produisent-elles un déséquilibre ? Parce qu'elles ne sont pas heureuses, et la Terre le perçoit. Les personnes ont besoin d'espace, d'arbres, de fleurs, d'air libre. Cela s'applique aussi aux gens évolués ? J'étais surpris parce qu'Amy insinuait que les sociétés futures vivraient dans un environnement style ferme, tandis que je pensais tout le contraire. Ville artificielle en orbite, immenses édifices, villes, métropoles souterraines, du plastique partout comme dans les films. Les gens évoluaient plus que tous, répondit-il. Je croyais que c'était le contraire. Si, sur la Terre, vous ne pensiez pas tous à l'envers, vous ne seriez pas sur le point de vous détruire de nouveau. Et ce peuple d'Ophir, ne désire-t-il pas retourner sur la Terre ? Non. Pourquoi ? Lorsqu'ils quittent le nid, les adultes ne retournent pas au berceau. Il est devenu trop étroit pour eux. Tout en continuant notre descente, nous approchions de quelques édifices peu élevés d'un style très moderne. Ceci est ce qui ressemble plus à une ville telle que tu peux en rencontrer sur une planète civilisée. C'est un centre d'organisation, de distribution et de présentation de manifestations culturelles. Les personnes y viennent occasionnellement pour y chercher des provisions ou encore pour assister à des manifestations artistiques, spirituelles ou scientifiques. Mais personne ne vit ici. Il immobilisa le vaisseau à environ 500 mètres d'altitude et dit avec enthousiasme « Tu vas vraiment faire la connaissance de tes ancêtres d'il y a quelques milliers d'années. Nous allons sortir du vaisseau ? N'y pense pas. Tes virus pourraient tuer toute la population de ce monde. Et pourquoi ne t'affecte-t-il pas, toi ? J'ai été vacciné, mais avant de retourner à ma planète, je devrais me soumettre à un traitement purificateur.